Le prochain débat que je vois, c'est les nanoparticules et la pollution atmosphérique, qui est prévu pour le 10 novembre. Alors, le risque que je vois avec ce débat-là, c'est qu'on plonge le public, ou les personnes qui viennent participer au débat, les participants plutôt, dans un discours de spécialiste. C'est-à-dire que, on va dire que, en gros, il y a un débat, mais que vous pouvez pas dire grand-chose si vous n'êtes pas des spécialistes sur les questions de nanoparticules et de pollution atmosphérique. En gros, ça va empêcher tout débat démocratique, puisque on vous dira grossièrement, d'une manière générale, que vous n'êtes pas qualifié pour participer au débat. Donc moi, je tiens à dire que c'est pas du tout le cas et qu'on n'a donc pas besoin d'être spécialiste pour participer au débat. Au contraire, ces techniques vont concerner tout le monde. Et même si on n'a pas les dernières études sur les nanoparticules et leur pollution, eh bien on peut parfaitement commencer dès à présent à émettre des critiques. Alors tout d'abord, le premier point sur lequel je voulais venir, c'est que le savoir et les techniques s'obtiennent inévitablement en commettant des destructions. Et tout le problème n'est pas dans l'absence ou la présence de destruction, le risque zéro, mais plutôt dans le choix de ces destructions et leurs importances. Le mieux évidemment c'est de les minimiser, mais en général ça réduit aussi la puissance. Donc jusqu'à présent, les États et les industriels, pour conserver leur puissance, ils ont exposé la population en masse à des dangers, et pas que la population pas humaine évidemment, mais aussi la diversité des êtres vivants et des conditions qui permettent à ces êtres vivants de survivre. Ils les ont exposés à des dangers importants. Quand on étudie l'évolution des sciences et des techniques, on voit qu'à chaque fois, les découvertes qui ont été faites, récentes, par exemple celles qui ont été menées pendant la guerre, elles se font au détriment de populations qu'on expose à titre de cobayes sur des expérimentations ou des recherches. Et cette frange de la population, elle est sélectionnée, elle n'est pas prise au hasard. Dans le cadre, quand on prend une population cobaye, on choisit toujours en général d'abord les détenus, les prisonniers, les condamnés à mort aux États-Unis en particulier, mais après aussi les prostituées, les sans-abri, les personnes qu'on considère comme pauvres économiquement, et aussi toute une marge de la population, selon le pays dans lequel on s'applique, qui peut être sous-estimée. Alors ça peut être la caste la plus basse, mais aux États-Unis, pendant la guerre, il y a eu des expérimentations sur les Noirs, par exemple, une population qui a été désignée comme noire et identifiée comme population sur laquelle on pouvait faire des expériences parce que, par ailleurs, on pensait que personne ne s'en intéresserait. Donc voilà comment ça se passe au niveau de cette sélection de la population. Et bien aujourd'hui, il y a quand même une évolution dans cette sélection de la population. Euh, Officiellement, ça ne se fait plus de cette manière-là. Donc on a des laboratoires dans lesquels on fait passer des cobayes volontaires, parfois qu'on rémunère, etc. Mais ça n'empêche pas euh, que la population actuellement est exposée déjà aux produits fabriqués avec les nanotechnologies. Et que cette population, dans un bon principe républicain, effectivement, elle n'est pas sélectionnée, tout le monde est exposé de manière indifférenciée. Ça change quand même des perspectives antérieures, puisqu'avant, par exemple, quand on fabrique une centrale nucléaire, on sait que toute la population qui est autour de cette centrale, en cas de problème grave ou de risque d'explosion, elle sera exposée à la radioactivité. Donc, il y a une population qui est sélectionnée comme pouvant être exposée plus qu'une autre à ces risques. En général, c'est une population qui est déjà pauvre par ailleurs parce qu'on estime que la centrale va y apporter une richesse économique et des emplois. Donc voilà, on ne met pas de centrale à côté de Paris, hein. On met des centrales dans d'autres zones. Donc ces zones, c'est des zones d'exposition volontaire de la population qui sont organisées étatiquement. Là, bon, l'organisation n'est plus étatique, on a une organisation donc plus industrielle, mercantile et indifférenciée de la population. Les produits sont dans les rayons des magasins, ils ne sont pas étiquetés, on ne peut pas les connaître, mais on est exposé quand même aux probables conséquences. Voilà pour l'aspect donc exposition,
aux nanoparticules, ça me permet d'aller sur un second point, qui est la distinction entre le naturel et l'artificiel. Souvent, quand on parle des nanoparticules, dans la plupart des rapports, on parle de nanoparticules naturelles, de nanoparticules anthropiques ou artificielles, c'est-à-dire créées par l'homme. Donc je pense que... Et ça permet de dire, vous voyez, il y a des nanoparticules naturelles, en quelque sorte, qui ne posent pas forcément de danger, qui sont là depuis longtemps. Et finalement, ce qu'on fait, nous, c'est que reprendre ce que faisait la nature. On crée aussi des nanoparticules. Alors évidemment, tout ça, c'est de la supercherie. Évidemment, effectivement, avec maintenant qu'on a mis au point les détecteurs de nanoparticules, en quelque sorte, on se rend compte qu'il y a des, à l'échelle nanométrique, à l'échelle du nanomètre, des particules. Mais c'est pas parce que déjà elles ont toujours été, c'est pas parce qu'elles ont toujours été là, déjà qu'elles sont sans danger. Et c'est pas parce qu'elles étaient là antérieurement qu'il faut en rajouter. Par ailleurs, la distinction naturelle-artificielle elle-même, elle ne tient plus. Et c'est pas dû uniquement à l'arrivée des nanotechnologies parce qu'elles travaillent à l'échelle de l'atome. La distinction naturelle-artifice, elle ne tient plus depuis que l'être humain a posé le pied sur la Terre et a réorganisé l'espace et le monde dans lequel il se trouve. Les champs que l'on voit, les forêts, les endroits où vaquent les animaux ne sont pas des endroits naturels, ils ont été organisés. Les forêts ont été découpées, les champs aménagés et les animaux sélectionnés et traités. Donc on ne peut plus parler d'une distinction naturelle artificielle. À ce sens-là, la question aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qu'il y a de naturel, qu'est-ce qu'il y a d'artificiel dans ces nanoparticules, c'est plutôt quelles sont les nanoparticules, et une fois qu'on les a toutes identifiées, une fois qu'on a la conscience, qu'est-ce que l'on fait vis-à-vis de ça. Il ne s'agit pas donc de dire, de rentrer dans un débat abscon sur lesquels sont naturels, lesquels sont artificiels. La responsabilité, elle est là, parce qu'on sait ce qu'il se passe, et on ne peut pas faire comme s'il ne se passait pas. Le risque, c'est qu'on nous enferme dans une discussion de qui est responsable de quelles nanoparticules, lesquelles sont humaines, lesquelles ne le sont pas, qui a fait celle-ci, qui a fait celle-là, et que du coup on cherche à établir des responsables et qu'on attende que ces responsables soient identifiés pour leur demander d'agir. Et à ce compte-là, on y est encore dans 10 ans. Donc il y a une manière de se sortir de ce débat-là, c'est de montrer que la responsabilité, là, il ne s'agit pas de la... On l'identifiera, mais plus tard, on a déjà cette responsabilité dans la mesure où on sait que les nanoparticules sont là et que l'on peut faire quelque chose vis-à-vis d'elles. Donc il faut agir. Enfin, le troisième point sur lequel je voulais venir, c'est qu'on va certainement vous dire, soit n'ayez pas peur parce que les études ne sont pas dangereuses, soit les études sont en cours. Et pendant ce temps, la population, elle est toujours exposée au danger. Donc c'est important de le noter déjà. Et par exemple, les études sont en cours pour, nous dit-on, pour savoir si les nanoparticules sont dangereuses. Certaines nanoparticules peuvent traverser les barrières de la peau. Alors, il y a des études qui nous disent non, il y a des études qui nous disent oui. C'est le genre de débat dans lequel on peut enfermer le public en disant bah oui, on peut pas trancher, voilà. Alors on va surveiller, on va faire la surveillance, etc. C'est le statu quo qui permet pendant ce temps de toujours exposer la population, etc. Donc il y a un moyen de se sortir de ça aussi, c'est que l'intérêt de pas mal de nanoparticules précisément, c'est qu'elles peuvent traverser les barrières épidermiques et cellulaires, et c'est ça qui intéresse les fabricants. C'est-à-dire quand on fait une crème solaire qui doit traverser la peau et pénétrer plus vite, eh bien on est intéressé par des nanoparticules qui pénètrent plus vite cette peau. Quand on fait des médicaments qu'on espère faire avec ces nanos, eh bien il faut que ces nanos elles soient plus rapides et qu'elles traversent plus rapidement que les médicaments, comme les médicaments le faisaient actuellement. Donc il n'y a pas besoin de faire d'études pour savoir si ça va le faire ou pas. Ça va le faire, ça le fait. Il y a des nanoparticules qui le font. Il faut essayer de répondre aux mêmes questions de santé, d'environnement, avec des techniques qui impliquent moins de destruction que les nanotechnologies.